traumatisme chez les parents quand on leur annonce le diagnostic qui est que leur enfant porte un handicap. Et surtout aussi, il y a beaucoup de travaux qui se font maintenant sur la manière de le faire, hein, parfois, ce qui est bien sûr une tâche très difficile, que ce soit le médecin ou le pédiatre ou quelqu'un d'autre, mais dans toutes les pathologies actuellement, il faut vraiment faire attention comment annoncer aux parents, à la mère ou au père ou aux deux, que l'enfant n'est pas, comme on dit en psychologie, l'enfant imaginé, mais c'est un enfant qui porte un handicap, et un handicap qui va aussi avoir des répercussions sur la famille, sur la fratrie, sur tout l'entourage. Je vous remercie pour l'écoute attentive de ces 3 communications qui ont eu lieu pour cette première session. J'ouvre tout de suite le débat. Il y a un micro-baladeur. Celui qui a une question à poser, on va le lui remettre. J'invite les communicants. Madame Amri, vous restez à votre place. S'il y a une question, on vous ramène le micro. Alors, est-ce que vous avez des questions Monsieur Basile. Voilà, salam alaikum, صباحكم بالخير. J'ai 3 questions. Bon, la première, نبداها Madame Maamri, la présidente de la Fédération nationale des personnes en situation de handicap. Le livre que vous avez présenté tout à l'heure, est-ce qu'il existe en vente? Ou là, est-ce que جبت معك داغن quelle copie pour les acheter? C'est-à-dire, quelle une autre question? Madame Amri et Monsieur Oudlarbi. Madame Mqbilek, dans votre intervention, vous avez cité vie d'enfant, vie de maman. Ce qui veut dire qu'on est toujours dans une assiette, ce qui veut dire l'enfant handicapé, l'enfant situation d'handicap. Pourquoi vous avez dit vie d'enfant, vie de maman? Monsieur Oudlarbi, شتيز قليت بون تم قبيلك قلت اخي تفهم تقبيليت ما تفهمش بون قبيلك نسدعن سيتيت لي بارون صدر قال لي شنو نحبوا نفهموا باسكو حنا رانا في المومون اسوسياتيف sur le terrain عندنا خبز qui se passe. Il y a ceux ou celles qui citent les parents d'un handicapé. Il y a d'autres qui citent les mamans d'un enfant handicapé. Normalement, c'est ça. Maître de conférence Baha, la question, quelle différence il y a entre un EMC qui a du trouble de langage et une personne qui bégaye, une personne normale qui bégaye. La différence entre eux. Et merci. On prend d'autres questions, d'accord? Après, je donnerai la parole. Vous préférez répondre tout de suite? Allez-y, ok. Le micro, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, docteur c'est ça. Je voudrais vous avez soulevé la question des ergothérapeutes. Et c'est vraiment des professionnels qui participent à l'apprentissage de l'autonomie de toutes les personnes en situation de handicap et donc aussi les enfants IMC. Je voudrais dire que nous avons en Algérie eu des psychologues depuis 30 ans ou plus. Ce n'est pas une nouvelle spécialité. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu déviation de leur métier. Et j'ai même été un jour à l'hôpital d'Azur-Plage et j'ai rencontré donc des psychologues, des ergothérapeutes. C'était devenu non pas
des professionnels qui accompagnent les personnes handicapées à l'autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne et même au-delà, c'était devenu des kinés, des membres supérieurs. C'est-à-dire que le kiné prend en charge les membres inférieurs et les kinés, c'était l'ergot qui prenait. Je trouve que c'est une déviation très grave. Je ne sais pas comment ils se sont... C'est comme si ils avaient morcelé la personne en deux personnes, en deux parties. Moi, je prends les jambes et toi, tu prends les bras, ce qui est inimaginable. Deuxièmement, toujours les ergots. J'ai été invitée à l'Institut l'INFPFP du CND, où il y a maintenant, ils forment, il y a des promotions d'ergothérapeutes. Le problème n'est plus là maintenant. Ils sont formés comme tous les ergots au monde, mais le problème, c'est quand ils sont envoyés dans les services ne savent pas que faire d'eux. Et je me rappelle, c'était M. Lahissi de l'Institut qui m'avait invité pour un peu parler de l'importance pour une personne handicapée, qu'est-ce que l'ergot nous avait donné. Et j'avais dit que l'ergot, même s'il est affecté dans un service, il faut que lui-même trouve sa place et construit sa place. Qu'il ne croit pas que sa place est prête. C'est inimaginable qu'il y a autant d'enfants en situation de handicap et que les ergots se roulent les pouces. Non pas parce qu'elles le veulent, mais parce que là où elles sont affectées, on ne comprend pas quel est leur rôle. Et donc, il faut construire et divulguer et vulgariser le rôle de cet ergot et qu'il revienne à son métier qui est l'accompagnement pour l'autonomie des personnes handicapées. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Madame Mamri. Effectivement, je sais très bien qu'à Alger, vous avez des ergothérapeutes, bien que vous mettez bien l'accent sur le fait que le métier a été dévié d'une manière très importante parce qu'ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire ou c'est ce qu'ils devraient faire. Je sais que enfin, l'ergonomie, ça fait partie des spécialités de la psychologie du travail qui est développée dans certaines universités. Nous, on a le diplôme de psychologue du travail, mais c'est des psychologues qui n'ont pas choisi spécialité ergonomie. Moi, je faisais surtout référence à leur manque au niveau de certaines structures, notamment au niveau de Béjaïa, ça je peux en parler puisque je suis là, et aussi à cette déviation parce que quand on parle de l'IMC ou des handicapés d'une manière générale, les ergothérapeutes, en plus du domaine de la thérapie motrice qui est de leur ressort, il y a aussi l'aspect recherche qui est très important. Et c'est surtout sur ça, parce que moi je vous dis, dans ces séminaires, comme je l'ai dit à Madame Merabet, ainsi de suite, on n'est pas spécialiste d'une question, on apprend toujours. Déjà, j'avais pas mis l'accent tout à l'heure sur l'importance de la formation. Hier, vous avez dit, nous allons ramener des psychologues, mais nous allons ramener quelqu'un pour les former dans le domaine de l'IMC. Parce qu'on connaît des choses, mais quand je travaille, quand je suis censée prendre en charge ces enfants, il faudra que je sois bien formée parce que c'est jamais suffisant. Ce qu'on fait à l'université, je suis enseignante, je le dis, c'est très peu. Après, les psychologues ou des orthophonistes qui sortent de l'université, ils ne sont pas prêts tout de suite à prendre en charge, surtout certaines pathologies. C'est pour ça que la formation continue sur le terrain est très importante. D'accord ? Alors, il y a cet aspect.
Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec la psychologie. Nous avons ici, vous connaissez Civital, avec son premier responsable. Il recrute les majors de promotion de nos départements au niveau de technologie, génie civil, chimie, ainsi de suite. Mais sachez que non seulement il prend les majors de promo, mais après, il ne travaille pas tout de suite. Hein. Ils sont formés pendant une longue période pour qu'ils deviennent efficaces et efficients, entre guillemets. C'est ça le problème de la formation à l'université. On ne forme pas des personnes qui sont tout de suite prêtes à travailler et à être efficace surtout. Hein. Autre chose, c'est effectivement, comme je vous ai dit, il y a cette déviation de la fonction. On est formé dans un domaine, mais une fois qu'on est recruté, parfois on passe à autre chose. En tout cas, merci pour toutes ces clarifications. On continue. Oui, madame. Par rapport à ce que vous avez présenté tout à l'heure, en orthophonie, le travail de l'orthophoniste. À Alger, j'ai une fois l'occasion de visiter un service de pédopsychiatrie où j'ai vu l'orthophoniste travailler avec un enfant autiste et donc qui lui apprenait, tout en sachant que les parents étaient dehors, qui attendaient, donc les parents n'étaient pas associés. Et donc l'orthophoniste essayer d'expliquer à l'enfant, lui montrant des images et de dire Kharoufun dajajatun qittatun, donc elle lui expliquait, et donc pour développer un peu ça. Et en sortant, je me suis posé cette question. Je me disais, est-ce que l'enfant, quand il va rentrer à la maison, le kharouf machi le kbsh, dajaja machi jaja, donc c'est pas la même chose. Alors, j'ai posé la question à l'orthophoniste. J'ai dit, est-ce qu'on n'est pas en train de rendre plus difficile encore la tâche de l'enfant? Alors, elle me dit, non, nous le préparons à la rentrée scolaire. Donc, du coup, j'aimerais aussi savoir ici comment que ça se passe, parce que moi, j'ai été un peu étonnée de voir cette méthode de travail quand on parle de l'arabe classique et qu'à la maison c'est pas du tout la même chose, surtout quand il s'agit d'un enfant kabyle. Je suis sûre qu'à la maison on va parler kabyle quand il s'agit, donc du coup associer les parents, quelle est la langue? On aura sûrement des orthophonistes qui parlent kabyle, des orthophonistes qui parlent, et donc on doit s'adapter. Ça c'est un premier constat. Le deuxième constat, je vais parler par rapport à l'annonce du diagnostic et l'accompagnement des parents. Sachez que c'est quelque chose de très important. Et parce que quand on s'attend à un enfant idéal après l'accouchement, et quand il y a ce problème qui survient à la naissance, donc du coup, on ne va pas dire à cette maman, parce que moi je pense qu'il n'y a pas une annonce, mais il va y avoir une série d'annonces. Parce qu'on va annoncer au tout début, on va lui annoncer un diagnostic. On va pas parler de handicap du tout, parce qu'il n'est pas mis en situation avec l'environnement pour parler de l'handicap. Donc on va lancer un diagnostic, on va lui dire peut-être, je pense qu'il y a une manière de le faire. Et ça ne s'improvise pas. Ça peut faire le biais d'une formation. Le médecin doit être formé. Et puis au sein du service, il faut savoir qui fait l'annonce. Le médecin avec le psychologue, qui fait l'annonce et comment la faire. Il y a une technicité, il y a un savoir-faire, il y a toute une formation par rapport à ça. Donc, c'est très important que nos professionnels soient formés par rapport à cette annonce, mais non pas annoncer et jeter comme ça en pâture les mamans et enfin les familles, mais les accompagner. Parce que dès qu'on va annoncer, il faut tout de suite qu'il y ait des mots qui vont réconforter. Mais n'ayez crainte, cet enfant va être suivi, n'ayez crainte. Il faut toujours apporter du positif à côté pour justement aider ces mamans et ces parents à surmonter ce grand problème. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Laquelle la demande juste avant. Vous ensuite. Alors, bonjour tout le monde. Ensuite vous, ensuite Monsieur Mazouzi, c'est ça? Ok. Comme ça, je me présente. Je suis la mère d'une fille qui est MC.
Ma question, est-ce qu'il y a une école spéciale pour ces enfants? Puisque Anaïs, ma fille, il parle très bien, il prononce les choses, il a une mémoire. Et il a déjà appris Qassaman, les chiffres, les chansons. Mais le problème, beaucoup plus, c'est les mains. Ils ne peuvent pas écrire ou bien le coloriage. Et je ne sais pas si c'est un problème beaucoup plus ophtalmo, puisqu'il a un strabisme, ou bien neurologie, ou bien je ne sais pas comment, puisqu'ils ne savent pas les limites. Quand il fait le coloriage, il prend pas sur le... ça t'a fait les limites, ni colorer, dépasser les limites. Ça a 5 ans. Sur les questions scolarisées. Préscolaire. Ça a un problème, la marche. La plateforme, quand il y a pas des obstacles, elle marche très bien. Mais en dehors des varas, ils ne peuvent pas marcher. La descente, la montée, ça va. Mais la descente, les obstacles, ils ne peuvent pas. Je ne sais pas ce que c'est là. Non, c'est le cerveau, la question. D'ailleurs, beaucoup plus. ولاش نوان يوريونتين وتنبرا على البسيكو شغل ثولا نسعى بوكو نسعى تصل لي كيستيون مي ولاش انا غرا نروح لاسوسياسيون البيدياتر نورولوج ذا كيف جايت نزرانا نورولوجي زعما نورولوج اني ولات ناوي باسكو ثولا نزيد ديبلاسي انا ما تيزي وزو زرا غرا بوكو بلوس Il va d'abord poser la question. Je continue à prendre les questions. Ensuite, je vous donnerai pour cette question, pour cette dame, vous allez lui répondre et notre collègue aussi présent ici va lui répondre. Merci. Moi, je voudrais rebondir sur le truc de l'ergothérapeute. Il me semble que la définition de l'ergothérapeute, elle est mal conçue. Parce que moi j'ai eu la chance de côtoyer des ergothérapeutes à l'étranger et ma foi c'est pas la même chose. C'est des spécialistes, c'est des personnes qui ont déjà le truc d'observation. Ils ont un enfant et ils essaient un peu de remédier à tous les défauts. Et chose qu'on n'a pas ici, c'est cet atelier-là. On envoie par exemple un ergothérapeute avec des mains libres, ils n'ont ni des perceuses, ni des pinces pour fabriquer ou pour monter quelque chose qui peuvent vraiment aider au bon positionnement, par exemple sur une chaise, peut-être à des gestes qui sont très, très importants à régler, à étayer en quelque sorte. Donc il me semble que l'ergothérapeute en Algérie, il est encore tôt qu'on parle parce qu'on dit ergothérapeute, mais on les envoie dans des centres où ces centres peut-être ils n'ont même pas un tournevis pour essayer un peu de régler des plaques pour un peu corriger le confort de l'enfant sur une chaise. Donc il me semble la formation, vous dites que la formation d'ergothérapeute, j'ai vu ceux de l'USND. Bon, c'est vrai, ça fait pas longtemps qu'ils ont commencé à former des ergothérapeutes, mais ils n'ont pas assez de moyens pour qu'ils fassent leur travail après avoir le cursus de formation les différents établissements. C'est un véritable problème. Si on veut régler le problème d'ergothérapeute, il faut que les moyens suivent. نبعث واحد انا avec un stylo ورقه ونقولوا vous êtes ergothérapeute واش حيكوريجي ما عندوش un morceau de bois même pas pour ranger هذاك morceau de bois يحطوا pour corriger la bonne position de l'enfant. هذا حنا c'est-à-dire pour prendre un peu le mot ergothérapeute avec des pincettes, c'est pas يعني روح هكذا برك نديروه c'est un kiné ou l'autre, c'est autre chose. هكذا صح. بارك الله فيك.
On s'arrête pour répondre, ensuite on va reprendre, s'il vous plaît. D'accord? Si vous permettez. Sinon, on va oublier ce qu'on nous a déjà demandé. Bonjour, c'est M. Mazouzi, psychologue clinicien à l'EHS de l'éducation et le matin. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association des IMC pour cette fameuse initiative, parce que c'est une première. Je vous encourage, bien sûr, c'est qu'un début, il ne faut jamais se décourager. Donc, il faut aller toujours, en avant. Bon, je reviens, moi, toujours à la question des ergothérapeutes. Je tiens, bien sûr, à rejoindre l'avis de Mme Amri, oui, le problème des ergothérapeutes. En fait, ils sont mal utilisés, c'est vrai, même dans notre établissement, justement, et pratiquement les ergothérapeutes sont devenus des kinésithérapeutes des membres supérieurs. Oui, c'est vrai, même les médecins rééducateurs physiques, à chaque fois qu'ils font des prescriptions, quand il y aura c'est-à-dire une fiche de prescription pour les membres supérieurs, c'est une fiche qui est destinée pour les ergothérapeutes. Et c'est une fiche, des membres inférieurs, c'est une fiche qui est destinée pour les kinésithérapeutes. Mais moi, je ne blâme pas les ergothérapeutes parce que c'est un problème de l'établissement. Par exemple, je prends un exemple de l'établissement, de notre établissement, il n'y a pas d'espace. Donc, ils sont utilisés dans le même plateau que les kinésithérapeutes. Donc, il était obligé de travailler comme le travail d'un kinésithérapeute. Donc, je vois le problème tout d'abord, c'est un problème de système, c'est un problème des DSP, c'est un problème du ministère de la Santé. Il faut créer des ateliers, des salles. Moi, dans notre établissement, j'ai proposé de créer une salle de psychomotricité et d'ergothérapie et de psychologie et de l'orthophonie. Pourquoi? Parce que c'est un travail pluridisciplinaire, justement, pour rentrer directement à M. Olarbi, qui a parlé, bien sûr, du travail psychologie et l'handicap. Moi, je vois le psychologue, il ne peut rien faire pour un enfant EMC. Le psychologue lui-même. Mais le psychologue avec un ergothérapeute, avec un psychomotricien, avec un kinésithérapeute, avec un orthophoniste, oui. C'est-à-dire un travail pluridisciplinaire. Oui, un travail pour les parents, pour prendre en charge et préparer les parents à accepter l'enfant EMC. Oui, c'est un travail de psychologue. Il y a aussi, peut-être, M. Olarbi a parlé des mères et des mamans des EMC. Moi, je ne suis pas d'accord parce que je préfère de parler sur les parents des EMC parce que le papa aussi, il souffre comme elle souffre, la maman. Et je veux remercier. Finalement, j'ai prononcé le terme ergothérapeute et tout le débat a tourné autour. C'est juste pour le rendre aussi, peut-être, oui, rapidement, s'il vous plaît, monsieur. Il nous reste une deuxième session, il ne faut pas l'oublier. Oui. De travail, les psychologues de travail. C'est tout à fait différent, oui. L'ergothérapie et la psychologie du travail. Oui, oui. La psychologie du travail en Algérie, c'est des personnes formées pour travailler dans les établissements, dans l'administration, comme des administrateurs. Et l'ergothérapie, oui, c'est la psychologie de travail et de l'adaptation de l'enfant. C'est tout à fait différent. Et merci. C'est différent, je le sais. Moi, j'ai dit l'ergonomie est une spécialité accordée dans le cadre de la psychologie avec les psychologues du travail. D'accord. Du moins en Algérie. Ailleurs, je ne sais pas. On s'arrête, mais après, on va reprendre avec une ou deux questions. Je pense que la majorité des interventions, celle de Mme Amri, celle de notre collègue aussi, c'était des clarifications par rapport à l'ergothérapeute. La maman qui a posé une question, il y a deux qui se proposent de lui répondre, Dr Sadawi qui est à côté de moi et Dr Mohobi, d'accord? Alors, Dr Sadawi, qu'est-ce que vous allez répondre à la maman? Ensuite, vous donnez, s'il vous plaît, le micro à Dr Mohobi pour qu'elle réponde aussi de ça. Donc, concernant votre fille, je vois qu'elle est quand même dynamique, Allah Ibarak. Donc, à 5 ans, je ne sais pas si elle est en train de fréquenter une école préscolaire. Est-ce que vous l'avez... Donc, elle est en préscolaire, c'est déjà bien. Mais dans tout ça, il ne faut pas se dire qu'il faut attendre à ce qu'elle ait tous les moyens pour qu'elle puisse être insérée dans une école.
Donc tout à l'heure, vous parlez d'écoles spécialisées. Il faut jamais penser à une école spécialisée. Surtout que maintenant, c'est à la mode. Chaque pathologie, ils cherchent à trouver une école où ils mettront rien que des enfants atteints d'une pathologie X. Au contraire, on a eu cette expérience à Sétif où on parle d'éducation inclusive. Quand on dit éducation inclusive, c'est-à-dire il faut essayer d'adapter l'école à l'enfant et non l'inverse. Donc il faudrait que cette école ait des moyens, par exemple d'accessibilité, il faut qu'elle y ait un auxiliaire de vie si elle n'arrive pas à écrire, il faudrait en même temps l'aider en classe. Donc je vois que votre fille, normalement, elle devrait être l'année prochaine scolarisée en première année et je vous assure qu'elle va progresser plutôt que de la mettre dans une école où il n'y aura que des enfants IMC. Pour l'écriture, ce n'est pas un problème. L'essentiel qu'elle est intelligente. Pour ces examens, donc normalement, il y a une auxiliaire qui va répondre à sa place. Et bien sûr, il faut bien sûr l'initier, pourquoi pas. Je vois qu'elle tape bien sur la tablette. Oui. Donc normalement, avec un peu de moyens et de progrès, je suis sûr qu'elle finira par s'adapter. Merci, docteur. Docteur Mahoubi, s'il vous plaît. Donc je lui demanderai de se rapprocher de l'association qui essaie de mettre en œuvre justement cette école inclusive, des auxiliaires de vie pour ce genre d'enfants, ce qui lui facilitera beaucoup la tâche. Donc elle se met en contact avec l'association, à partir de là, c'est à l'association de l'aider. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup. N'est-ce pas, madame? C'est bon pour... Alors, ce qu'on essaie de vous expliquer... c'est que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dr Mohoubi sera en mesure de vous l'expliquer mieux que moi, qui est les médecins. Elle vous expliquera déjà le problème neurologique de quoi il s'agit. On a dit qu'il n'y a pas une seule forme d'IMC, il y a plusieurs formes et la gravité aussi, elle est différente. Dans le cas de votre fille, étant donné qu'elle a, comme vous dites, elle a acquis la marche, elle parle bien, elle est au préscolaire. Maintenant, elle a des petites difficultés concernant la motricité fine, c'est-à-dire l'écriture. Par exemple, dans le coloriage, elle dépasse. L'espace qui te colorie, ainsi de suite. Tout ça, c'est vrai. Ces difficultés vont un peu influencer le parcours scolaire. Mais le parcours scolaire, je rejoins le Dr Saadawi, maintenant on est dans l'inclusion, on n'est plus dans les classes spécialisées. Quel que soit l'handicap d'un enfant, l'essentiel c'est de l'intégrer, de l'inclure. Il doit être dans l'école normale, dans une classe normale, mais elle aura besoin d'une petite aide. Ça peut être avec un auxiliaire scolaire qui va l'aider pour écrire les cours, ainsi de suite. Et il faut expliquer aux enseignants les problèmes de votre fille au départ, pour qu'ils ne la jugent pas, pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème. Mais sinon, elle pourra être intégrée. Je vous dis, nous avons des étudiants à l'université, mais pas des étudiants, des diplômés, parce qu'il n'y a pas de problème cognitif. Sur le plan de l'intelligence, elle est en mesure d'apprendre et d'avancer dans son parcours. Docteur Saadawi. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je vais profiter de votre gentillesse, mais je dois absolument intervenir. Oui, écoutez, c'est exclusivement pour Madame Avré, hein? Pas tout le monde. Parce que vraiment, c'est une opportunité. Merci encore à l'association de nous avoir réunis. Mais nous avons un projet sur l'accompagnement des enfants handicapés à la scolarité. Et c'est pas l'idéal. Il n'y a pas d'AVS. Il faut former des AVS parce que quelque part on est en train de dire que c'est l'école idéale, l'enseignant. Il faut préparer tout ça. Nous on propose justement dans le cadre de ce projet un service d'accompagnement qui serait de la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale et que pour tout élève on définirait, on ferait un diagnostic pour qu'il ait un projet de vie scolaire. Je reviens à la dame qui disait que son fils
ne respectaient pas un peu le cadrage dans le coloriage. Nous avons, nous, essayé, toujours dans le cadre de ce projet, de dire qu'est-ce qui existe. Par exemple, un double décimètre qui, avec ventouse, qui permet aux enfants IMC de pas trop... qui lui permet de vraiment être plus précis. Je vous dis que ça existe, qu'il y a, et ça se vend, parce que j'ai vu sur Internet, il y a des grosses gommes. Moi, ce que je propose... Il y a un matériel pédagogique, effectivement, Voilà. qui est didactique, en fait, qui est fait spécialement, oui. Mais ce que je vous propose, Madame Madame voilà, c'est que quelque part à l'université, il y ait une recherche sur des solutions. Ça, c'est indéniable. Il faut associer maintenant l'université pour qu'elle propose des solutions à ses enfants. Et c'est bien beau de parler d'éducation inclusive, mais il faut avoir l'environnement, il faut avoir le matériel, il faut avoir la volonté d'insérer ces enfants. Ils n'ont pas leur place, ce n'est pas vrai. Et je vais vous dire, nous avons diagnostiqué 30 enfants dans le cadre du projet. Nous sommes partis chez eux. Vous savez, et je ne vous parle pas des enfants IMC qui ont beaucoup de difficultés. Je vous parle d'un enfant myopathe qui a juste des difficultés d'écriture. Eh bien, la maîtresse, quand vous imposez, elle le met au fond de la classe et elle lui dit de dormir. Je ne tape pas sur les enseignants, mais personne ne lui a présenté cet enfant. On le lui a imposé. C'est de l'insertion tkléra. Moi, j'ai utilisé le mot tkléra parce qu'il me plaît. À la fin de l'année, l'enfant est mis dehors. Vous voyez, mais une jemch. C'est une illusion. Donc, tout ça doit être préparé pour que, comme l'a très bien dit le docteur Saadawi, préparer l'école à accepter des enfants qui ont des besoins supplémentaires. Les enfants ne sont pas tous dans un même moule. Et je reviens à l'intervention de monsieur le psychologue de l'hôpital d'Ilmaten. Nous avons interpellé, j'ai fait une lettre, l'institut qui forme les ergots. Je leur ai fait une lettre parce qu'on a été bloqués. On a fait les diagnostics des 30 enfants, c'est-à-dire quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient au niveau de l'écriture. Mais qui allait nous proposer les solutions? Normalement, c'est les ergots. Donc, on les a invités à venir faire un stage auprès de nos enfants, les 30 diagnostiqués. Je ne sais pas qu'est-ce qui va aider l'autre, hein, mais bon. Ensemble, nous allons essayer de faire une recherche pour que chaque enfant puisse avoir une solution et être intégré à l'école, mais avec un accompagnement de l'enseignante et de l'enfant. Je vous dis ça, madame, il faut que j'apprenne votre nom, madame Barr. Faisons de l'université notre allié pour qu'elle puisse avec nous offrir des solutions. Voilà. Merci madame Mamri. Vous avez... Alors, s'il vous plaît, je vous donne la parole, oui, pour répondre, bien sûr. Mais je vous demande juste d'être bref, s'il vous plaît, parce que madame Merabat, elle est où? J'aimerais pas qu'elle me dise qu'on a pris sur le temps de la deuxième session, puisqu'il reste encore... Je commencerai juste par monsieur. La deuxième question de mon collègue qui a dit le psychologue n'a pas de place dans une équipe pluridisciplinaire. Moi, je trouve ça c'est faux, parce qu'un psychologue
les parents d'enfants IMC, quand ils se présentent dans un service de rééducation, je pense que la première des choses, surtout quand il s'agit d'une première naissance, vous imaginez un peu l'état psychologique de la maman. Parfois, elle voit ça comme un échec de mariage et même le papa qui a des idées un peu noires par rapport à l'avenir de son mariage. Et parfois même, ils ont des idées que les enfants qui vont venir ils vont être des enfants IMC. Je pense là, c'est un travail d'un psychologue qui va essayer d'apporter une aide à ses parents. Mais il a la question. S'il vous plaît. Les psychologues, on va détourner là. Non. On a une pause café, je vous assure. On a une pause café, continuez votre débat tout à l'heure. J'ai juste un petit mot à dire à Madame Amri par rapport à l'ergothérapeute. Moi, je suis psychologue. Moi, je n'ai pas le droit de dire ça, mais à ma connaissance, si on voit par exemple, je pense qu'il n'y a pas une déviation. Un ergothérapeute dans un service de psychiatrie et un ergothérapeute dans un service de rééducation fonctionnelle. C'est le même fonctionnement, c'est le travail manuel. En psychiatrie, c'est le travail manuel, c'est faire occuper les malades par un travail manuel, c'est une forme de thérapie. Et en rééducation, un ergothérapeute, en rééducation fonctionnelle, dans un service de rééducation fonctionnelle, un ergothérapeute aussi, il fait la rééducation, je veux dire, du membre supérieur. Je pense qu'il n'y a pas une déviation à cela. Je pense, c'est un point de vue personnel. Voilà. Non, il a dit d'un point de vue personnel. Voilà. c'est bien dit. Et pour la question de monsieur, je me rappelle pas, généralement c'est Méthine et qui sont très touchés parce que la maman, elle se sent plus culpabilisée par rapport au papa. Et généralement, même par exemple dans notre service, généralement c'est les mamans qui se présentent avec leur enfant et les papas, rarement on voit la maman qui est accompagnée avec son mari. Mais nous, on incite et on insiste sur la présence des deux, la maman et le papa avec leur enfant, pour le bien de leur enfant. Et je vous remercie. Merci pour toutes ces clarifications. Il y avait une petite question aussi de M. Labbé qui m'était posée. La différence, quand on parle de bégaiement et quand on parle des troubles de la parole ou du langage chez l'enfant IMC, ce sont deux choses différentes. Le bégaiement est un trouble de l'élocution, d'accord, c'est-à-dire du rythme. Un enfant ou un même adolescent ou même adulte qui a un bégaiement, c'est une personne qui développe normalement le langage sur le plan expressif comme sur le plan de la compréhension, et il n'y a pas d'autres pathologies associées. Seulement, au moment de parler, il y a un problème de rythme ou d'élocution, ce qui veut dire qu'il y a des blocages, après il y a plusieurs types, soit il s'arrête au début de la phrase, soit il s'arrête au court, tonique, totonique ou clonique, ainsi de suite. Bien sûr, nous, quand on prend en charge les enfants pour bégaiement, on ne les prend pas très tôt parce qu'au départ, il ne faut pas trop avancer. Quand l'enfant est jeune, 3 ans, 4 ans, il y a beaucoup d'enfants, au cours de l'acquisition du langage, ils bégayent, mais ça finit par partir ce qu'on appelle un bégaiement physiologique. Il y a aussi parfois les enfants vus après la naissance d'un frère ou d'une sœur, après, il y a des comme ça. Souvent, on conseille aux parents la natation. Pourquoi la natation? Parce que dans le problème du bégaiement, il y a un problème de respiration, et dans la natation, la première des choses qu'on vous apprend, c'est la respiration abdominale. Et ensuite, quand arrive la scolarisation et que l'enfant continue à bégayer, là, il y a une prise en charge, notamment par l'orthophoniste qui est basé sur la relaxation, sur le travail sur l'élocution, sur le rythme. Il y a des techniques aussi sur lesquelles on travaille, surtout quand le bégaiement persiste, pour permettre à la personne de s'exprimer en utilisant certaines techniques pour un petit peu dépasser les différents blocages. Il est juste noté qu'à partir de l'adolescence ou l'âge adulte, souvent on fait appel aussi aux psychologues parce qu'il y a un travail de thérapie, comme j'ai dit tout à l'heure. Les pathologies, tous les types de pathologies posées par l'enfant, il y a certains problèmes qu'il faut prendre en charge. Arrivant à l'adolescence, il y a de nouveaux problèmes qui vont apparaître parce qu'il y a l'image de soi, c'est la relation à l'autre, les relations avec les pères, c'est-à-dire les personnes du même âge, les garçons avec filles avec garçons. Et là, il y a de nouvelles choses qu'il faut prendre en considération. Dans le cas du bégaiement, on fait appel aussi au psychologue qui fait aussi un travail avec nous. Voilà. Pour arrêter avec ça, je pense que pour ce qui est dit depuis tout à l'heure, on a essayé de répondre à tout le monde. Mais là, oui, Madame Merabet, c'est elle qui me dit, est-ce qu'on permet encore une question? Une dernière question. Il y a d'abord, non, je me rappelle très bien, il y a Mademoiselle, là, Lynn.
Linda, voilà, qui veut poser une question. Ensuite, le jeune homme. C'est les deux dernières questions. Mais s'il vous plaît, questions brèves, pas de commentaires. J'ai dit, l'exception a été faite à Madame Amri. Bonjour tout le monde, je suis doctorante en psychologie clinique, je fais ma recherche sur la parentalité confrontée à un handicap, l'EMC, entre résilience et traumatisme. D'abord, je vous remercie pour cette conférence. Elle est pour moi pertinente, mais malheureusement, j'ai raté hier pour des causes, voilà. Bon, ma question, d'abord, je parle de mes observations. Quand j'étais en stage à l'éducation, à l'établissement de la rééducation à Ilmethen, j'ai remarqué que ce sont les mamans qui sont les plus touchées. Je veux rejoindre l'avis de M. Mazouzi. Je ne mets pas à l'écart les parents, les papas, mais ce sont les mamans qui sont les plus touchées. Donc, j'ai fait 8 mois de stage, donc j'ai constaté que pour la majorité des mamans, elles ne sont pas satisfaites de la rééducation. Donc, elles sont toujours dans l'incertitude. Donc, il n'y a pas... Elle ne voit pas l'amélioration. Je parle de mes cas, parce que j'ai travaillé sur la parentalité. Donc, toujours, elles sont dans l'incertitude. Donc, elle vient d'avoir l'information sur leur enfant. Donc, elles disent toujours, on passe notre temps ici sans rien de fruits. Donc pour eux, la rééducation elle-même, elle ne se fait pas. Donc je pose la question, je pose la question, comment on peut aider ces mamans, aider la parentalité des enfants EMC sur le plan psychologique? C'est ça ma question et je vous remercie. Une deuxième et on s'arrête. Le jeune homme. Alors, merci. Donc, je vais être très très bref, vu j'ai des remarques, mais je préfère ne pas s'étaler. Donc, je me présente. Je m'appelle M. Atoui. Je suis psychomotricien au CHU de Béjaïa. Donc, je suis très déçu. Je vais aller directement répondre à la maman d'Anaïs. Donc, je suis opérationnel depuis 2015. Je me pose la question, comment il n'a pas été orienté au CHU, vu la disponibilité d'autres acteurs de santé qui peuvent donner énormément, examiner ou juger si sa petite fille, vu psychomotricien, vu la disponibilité du test psychomoteur, il y a des échelles qui vont juger, qui vont quantifier le potentiel de la petite, et on va la juger si, enfin, vu la... Vous n'allez pas juger, vous allez évaluer. Aider, voilà, aider, faire ce qu'on peut. Donc ma question, comment il n'a pas été orienté au CHU? Et aussi, je tiens à insister sur le travail pluridisciplinaire que je juge très très important. Ça ne sert à rien que chacun travaille dans son coin. J'exerce depuis 2015. Des fois, je me retrouve à gérer, je sais pas, des mamans qui craquent, d'un accompagnement psychologique, des cas sociaux. Autre chose, j'ai un ami orthophoniste qui exerce en Libéral, c'est un excellent orthophoniste. Et ben, par hasard, il ne m'a pas invité. Il a commencé, donc il reçoit ses malades, ses enfants. Et ben, par hasard, je suis passé, j'ai vu qu'il installe mal ses enfants. Il veut aider, mais à la fois aider l'enfant, mais avec vu l'ignorance. Mais pourquoi? S'il y a la concertation interprofessionnelle, on va tout d'abord peut-être penser comment l'installer d'abord l'enfant et puis l'aider à son langage. Donc, enfin, je me porte volontaire et disponible pour la dame et pour tous les parents. Je suis psychomotricien au CHU de Béjaïa. Je laisse mes coordonnées pour enfin. Et merci. Merci beaucoup.
Eh ben, finalement, on arrive à trouver quelques solutions. Eh ben, moi, enchantée, monsieur le psychomotricien. Personnellement, je ne savais pas qu'il y avait un psychomotricien à l'hôpital. Et ça fait plaisir parce que ça fait un moment qu'on parlait aussi à Béjaïa du manque de ces professionnels. Hein. D'accord? Très bien. Alors, le psychomotricien, déjà, il est disponible à madame, s'il vous plaît, celle qui a discuté tout à l'heure. Vous allez continuer ça pendant la pause café. N'est-ce pas, madame Erabet? Vous voulez prendre la parole? Oui. Ah, d'accord. Oui. Alors, on a répondu tout de suite à votre appel, d'accord? S'il vous plaît, madame Manish, vous m'excusez, ce n'est pas pour... je sais que les débats commencent à être très riches. Juste une... c'est pas une parenthèse, c'est pas un commentaire. La question des mamans et papas, hein, elle a été comme plusieurs... d'accord? Il y a notre collègue de Betna qui est là, qui me dit... Il répond à cette question. En fait, quand il y a un enfant qui est porteur d'une maladie ou d'un handicap ou de quel que soit, les deux sont touchés. Ça, personne n'a le droit de dire que le papa il est indifférent ou qu'il n'est pas touché ou ainsi de suite. Et on n'a pas le droit quelque part de mesurer à quel degré qui est le plus touché. C'est pas vrai. Les deux sont des parents. La seule peut-être différence, comme le fait signaler le collègue, c'est que nous sommes les hommes algériens, ils sont quand même très réservés, ils n'expriment pas, même si à l'intérieur il est en colère, même s'il est triste, ainsi de suite, ils ne l'expriment pas autant que le font les mamans. Ça, c'est un point. Deuxièmement, dans les consultations, n'oublions pas que quand je dis c'est les mamans que je vois le plus, comme l'a dit notre doctorante, il y a un partage de tâches aussi dans la structure, qu'on le veuille ou non, familiale qui est la nôtre. Qui trouvez-vous en train d'attendre les enfants aux écoles, hein? 99% peut-être ou 10% de mamans et quelques papas. C'est une simple distribution de tâches parfois. Je le dis, hein, dans certains couples, c'est à la maman d'accompagner l'enfant à la crèche. C'est elle qui discute avec la maîtresse. Moi, je vous dis, mon mari, un jour, il est parti à l'école. Et comme à Béjaïa, on a un Nasseria. Il s'est trompé, il est parti dans l'autre Nasseria. Quand il est rentré, ma fille, elle lui a dit, tu m'as foutu là. Oh, tu ne sais même pas pourquoi. Parce que c'était toujours moi qui partais. Il ne connaissait pas mon mari. Les médecins pédiatres aussi ne connaissent pas mon mari. Ils me connaissent que moi. Il a fallu que je sois en France un jour pour que le médecin de ma fille rencontre mon mari. Il a dit enchanté. Hein. Après tout c'est pas pour dire qu'il ne les aime pas. Il adore ses filles. Mais c'est aussi un partage. Maintenant, pour dire dans les travaux, mais il y a autre chose aussi. C'est qu'en psychologie, maintenant, beaucoup de collègues qui travaillent sur la thématique, les Algériens commencent à s'investir. Hein? Avant, je disais, même ma génération peut-être ou même avant, les maris pour qu'ils s'occupent du biberon ou de la couche, c'est pas leur truc. Mais maintenant, de plus en plus de jeunes papas s'investissent dans l'éducation de leurs enfants. Et certainement, nos psychologues, ils vont les voir de plus en plus dans les centres et dans la rééducation. C'est-à-dire que de la même manière qu'ils s'investissent dans l'éducation tout court de leur enfant, ils vont aussi être présents quand l'enfant part pour rééducation ou pour prise en charge. Alors, le couple a besoin d'aide. Il y a une maman qui l'exprime plus, qui est plus dans l'émotion, dans l'affectif, qui pleure, qui ainsi de suite, qui dit qu'elle est... Il y a un papa qui peut-être est plus réservé, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas touché ou qu'il n'est pas aussi triste. Lui aussi, il a besoin d'écoute, il faut juste savoir le faire. Et d'ailleurs, maintenant, on fait sur ça. Hein. J'ai un travail de master qui a été soutenu il y a quelques jours. C'est sur les stratégies de coping chez les pères d'enfants autistes. L'étudiante, elle a trouvé plus de pères. Elle a travaillé
travaillé à Akbou, c'était surtout les papas qui venaient plus, et d'ailleurs elle a travaillé avec les papas. C'est juste pour rétablir un peu, c'est vrai, il ne faut jamais dire que le père n'est pas touché, le couple, il est en face de l'enfant avec handicap, et maintenant ce n'est plus la question du couple. Dans les travaux de psychologie, on parle de la fratrie, des frères et sœurs. Eux aussi, ils sont impliqués dans tout ça, alors tout le monde est concerné. Je vous remercie pour votre écoute attentive, pour le débat qui était très riche, pour les émotions que j'ai vues ressurgir de la salle. Nous allons nous arrêter, n'est-ce pas, Madame Merabet, pour une pause café. Vous continuez à discuter et prendre les coordonnées du psychomotricien qu'on ne va pas laisser partir. Hein. On vous accroche tout de suite, on vous attache tout de suite. Et on reprendra tout à l'heure avec une deuxième session. Je vous remercie.